meme, crunchy et expérience. C'était fin 2017, simplement un ami m'a dit qu'il avait gagné trop d'argent avec les crypto-monnaies et qu'il fallait que je regarde. Ses arguments étaient assez convaincants. Depuis, je suis full-time dans les cryptos. J'ai commencé à investir des petits montants, quelques centaines, dans les ICO en 2018. Le marché était sur une pente descendante, mais c'était quand même encore assez euphorique. On pouvait investir à peu près dans n'importe quoi sans trop savoir et faire x2, x3 ou plus. Donc petit à petit, on a augmenté les montants comme ça. À cette époque-là, il y avait des pools qui commençaient à se créer un peu partout sur Telegram, qui est le média principal si vous voulez vous intéresser aux crypto-monnaies. Les pools permettaient d'avoir des meilleurs termes pour investir dans les ICO, en regroupant les contributions de plusieurs petits investisseurs pour atteindre un montant plus important et avoir un levier de négociation avec les projets et entrer dans les phases de fundraising plus tôt avec des bonus ou des discounts. En fait, c'est ce que Gains est, au début en tout cas. Après, on a évolué en faisant plus de contenu. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans les crypto-monnaies, voilà. Un ami qui m'a dit qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Évidemment, donc j'ai acheté de l'Ether à 1200, j'ai acheté du Bitcoin à 19 000. Le timing était assez mauvais. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je pense que beaucoup de gens dans les cryptos auront cette même expérience. J'en suis pas mécontent parce que je pense que plus ça fait mal ou du bien, plus on s'en souvient des expériences. Si vous prenez pas de risques, vous n'allez jamais vraiment apprendre et vous pourrez jamais gagner. Oui et non. Au début, on gagnait un peu, on a perdu ensuite. Le bear market est arrivé, deuxième partie de 2018, et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Et pendant un long moment, j'étais en dessous de ce que j'ai mis avec les investissements. Mais je me dis que c'était un peu, en anglais, a blessing in disguise. C'était quelque chose de bien, au final, en fait, d'avoir vécu toutes ces expériences qui peuvent être vues comme négatives, vu que j'ai perdu de l'argent au global. Je pense que si on est capable d'arriver à tirer les leçons, ce qui n'est pas facile, hein, parce que les humains mettent du temps quand même, il faut beaucoup de reminders pour que ça rentre. Je pense que c'est quelque chose de bien qui peut nous forger. Et maintenant, j'ai la chance que ça m'affecte plus trop en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent en crypto, ils investissent, ils voient moins 10%, bon ils sont terrifiés. Moi je dis bon, just another day in crypto, c'est pas grave. Et de passer par là au début, je pense que vraiment ça m'a été très bénéfique. On a survécu à un bear market assez long, presque 2 ans. Et depuis 3-4 mois, c'est vraiment la folie en fait si vous avez suivi les cryptos avec ce fameux buzzword DeFi, DeFi en anglais, Decentralized Finance, la finance décentralisée. Donc c'est pas un concept nouveau, hein. Enfin, c'est presque même la base Bitcoin, c'était ça, hein, faire des échanges de valeurs comme ça. On peut dire presque que c'est de la finance décentralisée. Plus concrètement, la finance décentralisée, là, ça va être des services financiers classiques qu'on peut obtenir sans aller voir une banque, juste en pair à pair ou avec des plateformes décentralisées comme des prêts et ce genre de choses. Après, on peut construire des produits financiers plus complexes évidemment. Et donc en effet, depuis quelques mois là, le marché s'est réveillé. Presque tous les projets font x5, x10. Le rapport de pouvoir entre les projets et les investisseurs a complètement changé. Les projets qui cherchaient à lever de l'argent durant le marché baissier faisaient la cour aux investisseurs, ils allaient les chercher, ils allaient les démarcher. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui souhaitent investir que de place pour eux. Donc les projets, ils ont le pouvoir et ils peuvent décider de quels investisseurs ils vont laisser investir en fonction de la valeur qu'ils peuvent apporter. Et donc tout ça en fait, ça fait que le marché est totalement exubérant et que c'est en effet un super moment pour lancer un nouveau projet. On peut même, honnêtement, ça va trop loin, enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même, justement, le fait d'être dans l'écosystème depuis un certain temps permet de se rendre compte à quel point c'est fou en fait. C'est-à-dire que si vous allez parler de ça à des gens qui ne connaissent pas, ils vont pas vous croire. Si vous leur dites oui, je peux faire x10 en 2 semaines, je peux aussi perdre tout mon argent en 1 heure. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui se passe actuellement et c'est tellement fou que on revoit tous les scams, tous les projets qui ont vraiment peu de substance et de fondamentaux qui se créent. Donc il y a eu des trends en fait, autres que la DeFi qui est le gros trend global. Il y a eu ensuite des trends avec ce qu'on appelle le yield farming. Il y a eu des tokens liés aux aliments. Donc il y a eu sushi, tacos, pasta, pork chop et plein d'autres. Et nous, on a décidé de lancer Baguette Token, un peu dans la continuité de tout ça. C'est une bonne question. La première utilité de Baguette Token, c'est le fun. On s'est inspiré de Doge, qui est le plus gros token actuellement, qui
on pourrait le dire, est basé plus ou moins sur rien, mais en même temps sur quelque chose de très fort. C'est le fun et c'est la communauté. L'effet de réseau, il y a plein de gens qui pensent que ça a une valeur, qui utilisent ça pour faire des transactions, pour faire des petits tips sur des réseaux sociaux et d'autres choses. Et comme ça existe. Et donc Baguette Token, à la base, c'est ça. C'est vraiment un projet fun. Si vous nous rejoignez dans la communauté sur Telegram, vous allez voir plein de stickers, des gifs, des images, des gens qui créent des mèmes, c'est super marrant. Et donc ça, c'est la principale utilité de base, même si l'utilité en termes de utility token, c'est un peu différent de ce dont on a l'habitude. Ensuite, en termes d'utilité un peu plus concrète, on est en train de prévoir du staking, potentiellement du yield farming aussi, et intégrer le token à un jeu sur la blockchain. Il y a un autre trend actuellement que je n'ai pas encore mentionné, c'est les DAO, en anglais Decentralized Autonomous Organizations. Donc c'est des organisations décentralisées, autonomes. Et en gros, ça veut dire que c'est la communauté qui décide. Chaque holder du token a un vote qui est weighted, donc il y a un poids au prorata du nombre de tokens qu'il a par rapport au total. Et la communauté décide, peut voter sur des propositions pour la direction que le projet va prendre. Pour lancer les projets, il y a besoin d'une certaine centralisation, de pouvoir donner une impulsion. En général, c'est difficile qu'un projet se crée avec une communauté déjà. On a, avec une petite équipe, lancé le projet. La direction qu'on voudrait qu'il prenne dans un futur à moyen terme, c'est vraiment que la communauté puisse décider. Que ce soit quelque chose, ce sera beaucoup plus puissant en fait, de vraiment pouvoir impliquer toutes ces personnes et que nous, on laisse ça évoluer de par soi-même. On y a pensé et c'est peut-être, je pense qu'on a fait le tour, un autre trend qui arrive là, assez récemment, les gens parlent des NFT. Donc, NFT, pour rappel, c'est Non-Fungible Tokens, c'est-à-dire que ça représente des tokens qui vont être différents, même si c'est pas tout à fait vrai. Un bitcoin, en fait, c'est le même partout quasiment. Il y a des bitcoins qu'on appelle gris ou autres parce qu'on peut les tracer, on peut savoir, mais ils sont programmatiquement représentés tous de la même manière. Les NFT, on peut mettre des informations supplémentaires et ça peut permettre de représenter tout un tas de choses différentes. Donc c'est très utile pour des skins dans les jeux vidéo par exemple, tout ce qui est objet à collectionner. Et il y a beaucoup d'utilités comme ça. C'est vraiment un domaine qui va grandir, je pense. Et donc en effet, pour les baguettes, on pourrait avoir plusieurs attributs et en combinant ces attributs avoir des millions de possibilités pour des baguettes différentes en faisant varier peut-être la taille. Est-ce qu'on met des baguettes aux céréales, aux graines, avec une farine différente? Ça pourrait être une bonne idée, on y pense. C'est à l'état de réflexion pour l'instant, mais les NFT, de manière plus globale, c'est un sujet très intéressant, qui est fun aussi, parce que par exemple, les cryptos en général, ça peut devenir un peu chiant, on va pas se le cacher, si on parle de protocoles à longueur de journée, de trucs techniques, alors que les NFT, ça a vraiment un aspect visuel, graphique et plus ludique, qui est vraiment qui peut, je pense, attirer les gens. Les NFT, on y pense, et de manière générale, c'est un sujet intéressant et qui est aussi en vogue en ce moment. Nous, on voudrait que ça prenne de la valeur, évidemment. Si on a créé ça, c'est pour que ça aille loin. C'est pas une stablecoin ou quoi que ce soit. Le prix est déterminé par le marché, l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui trouvent ça fun, qui nous rejoignent, qui souhaitent l'acheter, plus le prix augmentera et si les gens s'en fichent, le prix restera bas, descendra. Si CZ nous écoute, voilà, il peut lister Baguette Token, il n'y a pas de problème. En effet, ça c'est quelque chose de très intéressant et une petite remarque là-dessus, ce qui était un petit changement un peu de communication. Binance a toujours eu une stratégie très agressive et c'est pour ça que ce sont les premiers. Ils n'ont pas vraiment de remords pour faire des choses. Et donc dans le passé, CZ, CEO de Binance, avait dit que il faisait des recherches, il listait pas n'importe quel projet sur Binance. Et en fait, pour capter le volume de tous les nouveaux projets maintenant, ils s'en fichent, hein, ils ont zéro scrupule. Ils listent tous les projets avec des teams anonymes. Ils ont listé des projets qu'on pourrait plus ou moins qualifier de scam. Donc en effet, c'est un peu comme ça la zone d'innovation qu'ils ont créée. Ils disent, voilà, on liste des nouveaux projets. Vous pouvez venir les trade sur Binance, qui est une plateforme dont vous avez l'habitude. Mais ces nouveaux projets sont à risque. Et je trouve que c'est une bonne idée, au moins ils sont plus clairs qu'avant. Ils ont commencé à lister les projets, on pouvait penser qu'ils avaient fait leur recherche dessus. Baguette Token actuellement, on va pas se le cacher, est loin d'être listé sur Binance, mais on a des listings prévus sur des échanges assez intéressants qui vont être annoncés prochainement. Et pourquoi pas un jour sur Binance.
J'utilisais beaucoup CoinMarketCap dans le passé, je l'utilise encore un peu. CoinMarketCap a été racheté par Binance pour 400 millions. D'ailleurs, Binance a encore une fois une stratégie très agressive de M&A, c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens sont partis de CoinMarketCap et se sont tournés vers CoinGecko après le rachat parce que voilà, ils pensaient que c'était un peu plus manipulé, que les classements n'étaient pas tout le temps vrais et que si vous allez sur CoinMarketCap, peut-être que ça va changer, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée, mais si vous allez au rang 200 par exemple, vous pourrez voir certains projets qui sont hard-codés, qui ne sont pas à la place où ils devraient être dans le classement. On peut citer par exemple X, qui est un projet certes controversé, qui a été lancé par Richard Heart, qui devrait être dans les rangs 50 ou 40, quelque chose comme ça. Il a un market cap de presque 1 milliard, enfin bref. Et pourtant, CoinMarketCap ne l'affichait pas ou ne l'affiche pas au rang actuel. Donc il y a certains détails comme ça qui font que CoinMarketCap, voilà, les gens perdent un peu de confiance petit à petit. Parfois, les informations sont aussi moins précises. Il n'y aura pas le circulating supply, on ne saura pas facilement trouver quel est le market cap. Alors que sur CoinGecko, ils sont beaucoup plus réactifs et les gens trouvent plus transparent. Donc, j'utilise beaucoup plus CoinGecko maintenant. Il y avait en effet un projet Pasta. Après, je dirais pas qu'il y ait des projets vraiment spécifiques à des pays comme ça. On est peut-être un peu les premiers. Après, la baguette, c'est quelque chose de marrant et le mot baguette existe d'ailleurs dans d'autres langues. Il n'y a pas vraiment forcément de traduction pour baguette. On peut dire baguette, voilà. Donc ça, c'est assez marrant. Ça se transmet dans d'autres langues, ce qui est assez pratique. Mais globalement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de projet très nationaliste en crypto. C'est assez international et global. Tous les pays en fait. Nous, on est content que tous les fans de baguettes, de fun nous rejoignent. La communauté actuellement, les Français ne sont pas en majorité, il y a beaucoup plus d'anglophones et on a déjà lancé des communautés espagnoles, allemandes, italiennes également et françaises, en plus de la communauté internationale anglaise. Globalement, un autre trend qu'il y a, c'est sur les CBDC, Central Bank Digital Currency, donc c'est les banque centrale qui crée une monnaie numérique. C'est un sujet complexe en fait. La Chine, c'est vraiment les précurseurs là-dessus. Ça fait des années et des années qu'ils travaillent. Ils sont très proches de lancer ça. Leur yuan digital en fait est déjà en test live chez Didi, le Uber chinois qui a 500 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est assez dingue les Chinois. C'est eux qui ont le plus de brevets en blockchain. Ils sont super actifs. Et à peu près tous les pays en fait, donc la France, en Union Européenne, l'Espagne, l'Italie et plein d'autres en fait, sont en train de et ont lancé des recherches sur les monnaies digitales de banque centrale depuis des années ou des mois pour ceux qui sont vraiment en retard. Mais c'est dans les cartons. Qu'est-ce que ça va changer pour la société globalement, notre façon de vivre? C'est assez difficile à dire. C'est sûr qu'on va vers une société plus cashless, donc il y aura moins de billets physiques, de pièces, tout ça. Les gouvernements aiment bien tracer les choses. La blockchain à la base, c'est sur la transparence, c'est un nouveau système financier, c'est voilà, ce qu'il y a dans le Genesis block de Bitcoin, c'est un message qui fait référence aux banquiers, aux crises financières et à tous les problèmes qu'il y a avec la finance traditionnelle. Donc les cryptos, c'est vraiment pour créer quelque chose de différent. Et là, les gouvernements, moi j'ai peur qu'ils reprennent un peu ce message originel et qu'en fait, dans la réalité, ils fassent quelque chose où ils vont pouvoir avoir du contrôle plus sur la vie des gens, sur les transactions et pouvoir scruter toutes les transactions, ce qu'on fait. En fait, ça va dépendre dans l'implémentation, comment est-ce qu'ils vont faire ça. Est-ce que ça va être des blockchains publiques, est-ce que ça va être des blockchains privées, permissionless ou pas, on ne sait pas trop. Honnêtement, la Chine, qui sont les précurseurs là-dedans, moi je pense que ça va aller dans le sens où la Chine va, plus de contrôle très certainement. Après, il n'y a pas que des points négatifs ou des points d'inquiétude, ça va aussi très certainement favoriser le commerce à l'échelle globale. Actuellement, c'est pas encore facile de faire des transferts d'argent entre différents pays. En France, si vous faites des virements à vos amis, il n'y a pas trop de problèmes et encore, parfois, ça met un jour, le week-end, ça se passe pas. Bon, enfin, c'est quand même un peu hallucinant en 2020 qu'on puisse pas envoyer de l'argent instantanément ou qu'il faille payer 80 centimes si on veut faire un virement instantané ou que sais-je. Les cryptos, de manière générale, et peut-être les monnaies digitales de banque centrale pourront permettre des échanges de valeurs beaucoup plus fluide et avec des montants importants peut-être quand c'est B2B entre des entreprises qui sont dans différents pays. Donc ça pourrait permettre de fluidifier l'économie. Après, il y a aussi des risques niveau privacité et contrôle pour les individus. Alors moi c'est pain au chocolat, voilà. J'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai entendu chocolatine, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je respecte tous les chocolatines, les pains au chocolat, mais je dis pain au chocolat, c'est tout.
Je sais pas, moi je pense que les banques tiennent un double langage. Clairement, les banques sont au courant, les banques sont très puissantes. Pour donner un exemple, les JP Morgan, le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ou Goldman Sachs, je sais plus, mais une des banques très importante comme ça aux États-Unis, a par de nombreuses reprises fait des commentaires publics en disant que le Bitcoin c'était juste du vent et des choses comme ça. Évidemment, cet homme a de l'influence, les gens l'écoutent, le cours du Bitcoin fait moins 20% parce que c'était en 2015, que c'était encore très volatile. Il n'a pas vraiment été condamné pour ça, mais c'est quasi sûr que de manière cachée, ces traders ensuite achetaient du Bitcoin après que le prix a descendu grâce à son annonce et le revendent quand il y a un rebond sur le marché. Ces gens-là, en fait, manipulent les marchés et souhaitent juste en tirer des profits. Donc avec la blockchain, ils voient ça, je pense, et les cryptos, comme une menace potentielle. Les banques savent qu'elles vont devoir s'adapter vraiment à cette nouvelle révolution. Est-ce que les deux mondes vont cohabiter? Est-ce que les banques vont essayer de manger les cryptos et de les faire leur? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ce qui est vraiment excitant en fait, c'est qu'on est à un tournant, je pense, où il y a des forces assez importantes qui s'affrontent et qui peuvent remettre en jeu, c'est un peu un message grandiloquent, mais vraiment la façon dont la société existe et dont on échange de la valeur et la confiance. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que les banques et les crypto-monnaies vont cohabiter? Est-ce que les crypto-monnaies vont prendre le dessus? Comment est-ce que on va échanger de la valeur? Comment est-ce qu'on va payer dans le futur? Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que ça va être intéressant et que c'est le moment de s'intéresser à tout ça, de comprendre les enjeux pour ne pas être laissé derrière. Baguette ou bulle de campagne? Moi c'est baguette de tradition, voilà. Alors d'ailleurs, il y aura on va organiser bientôt des concours de mèmes, on va organiser des concours où les gens pourront se prendre en photo devant leur boulangerie avec une baguette, faire des poses marrantes et il y aura des récompenses pour les photos les plus fun. Actuellement, je passe encore plus de mon temps sur Gains. Gains, donc ça fait bientôt 3 ans que ça existe. C'est une communauté de plus de 7000 personnes sur Telegram. On a travaillé avec quasiment tous les projets top tier que vous pouvez trouver sur CoinMarketCap, FTX, Zilliqa, Quant Network, OneChain, Augur, plein d'autres. On a fait beaucoup d'interviews, on produit beaucoup de contenu. Ça prend beaucoup de temps de s'organiser de tout ça. Après, Gains, au départ, c'était vraiment un projet communautaire. On l'a créé parce qu'on voulait déjà pouvoir dormir plus facilement, avoir le contrôle des fonds par rapport aux pools et ne pas investir dans les pools d'autres personnes. Mais surtout, on voulait créer une communauté et pouvoir échanger avec les autres en se disant qu'on allait tout simplement apprendre plus et qu'on allait pouvoir prendre de meilleures décisions d'investissement comme ça. Il y a 2 choses par rapport à cet aspect communautaire qu'on a voulu souligner. Gains, on a fait en sorte que ça dise avec un acronyme Group Action is never small. Donc une action de groupe n'est jamais petite, ce qui fait référence à l'esprit de pooling, quand on met ensemble toutes les contributions comme ça, et aussi au fait qu'une communauté, quand on parle ensemble et qu'on apprend et qu'on discute, qu'il y a des points de vue différents, et ben on va pouvoir croître ensemble beaucoup plus que si on était chacun de notre côté. Dans le logo de Gains, c'est une baleine qui est constituée de plein de petits poissons. Et donc encore une fois, c'est pour symboliser que tous les petits investisseurs, les retailers, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent avoir autant de poids que les whales, les baleines qui désignent les gros porteurs. Baguette Token, c'est un peu ça. J'en parlais avec la DAO. C'est vraiment un projet communautaire et c'est quelque chose en crypto qui est super intéressant. Une raison vraiment marquante qui fait que les projets crypto peuvent atteindre des valuations à des milliards très rapidement, c'est qu'ils permettent à chacun des holders, des acteurs, d'avoir une incentive pour en parler. Ils utilisent vraiment l'effet de réseau au maximum. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Amazon ou sur Google, vous n'avez pas d'incentive à en parler autour de vous. Là, chaque holder du token a envie que le prix du token monte et donc il a envie d'en parler à ses amis, à expliquer le projet. Et donc tout ça vraiment c'est quelque chose de très puissant, la communauté et l'effet de réseau qui est présent chez Gains et qui est présent chez Baguette Token. Donc je dirais que les deux sont un peu liés au final, que c'est un peu le même esprit qu'il y a derrière. TheContribune.com